En octobre 1406, dans la nef glacée de la cathédrale de Lund, Philippa d'Angleterre, âgée de 12 ans, devenait reine. L'odeur âcre du goudron de pain flottait, tandis que les cloches de Saint-Laurent résonnaient. Les murmures des seigneurs perçaient l'air. Quel mystère cette union, scellée par le devoir et non l'amour, dissimulait-elle? Le craquement des planchers de pierre, le sifflement du vent de Scanie et un serment murmuré dans l'ombre. Était-ce une alliance ou un sacrifice? Plongé dans le mariage diplomatique de Philippa d'Angleterre et Éric de Poméranie, où vérité et silence se dévoilent. Le 26 octobre 1406, dans la cathédrale de Lund, Philippa d'Angleterre, âgée de 12 ans, jura fidélité à Éric de Poméranie. Mais le regard du roi était-il déjà ailleurs? Envisionnez-vous dans la nef de la cathédrale de Lund, où les torches de cire de baleine crépitent, projetant une lueur orangée sur les piliers romans encore en construction. L'odeur âcre du goudron de pain, utilisé pour sceller les vitraux, se mêle à celle, salée, des capes trempées des seigneurs poméraniens. Le bourdon de la cloche de Saint-Laurent résonne, grave et solennel, tandis que le froid mordant de la Scanie s'infiltre sous les robes de laine épaisse. Philippa d'Angleterre, née le 4 juin 1394 à Peterborough, se tient droite sur l'estrade, trop petite pour la couronne d'or posée sur sa tête. Éric de Poméranie, né en 1382 à Darwovo, roi depuis 1397, ne la regarde pas. Ses yeux sont fixés sur un parchemin tendu par un conseiller hanséatique. Selon le Diplomatarium Danicum, volume 4 Acropasiate 287, acte daté du 26 octobre 1406, le mariage fut célébré précisément ce jour-là dans la cathédrale de Lund, centre ecclésiastique du Danemark médiéval. Philippa, fille cadette d'Henri IV d'Angleterre et de Marie de Bohun, apportait une dot de 12 000 nobles d'or et une alliance stratégique contre la Ligue hanséatique. Éric, adopté par la reine Marguerite Ire en 1389, cherchait à consolider l'union de Kalmar, proclamée en 1397. Pourquoi cette union, si méticuleusement négociée, semblait-elle dépourvue de toute chaleur humaine? La nef, ornée de bannières, aux 3 lions bleus danois et de croix scandinaves, exhalait une odeur persistante de cire de baleine fondue et de laine humide des manteaux. Une table d'autel en chêne, couverte de parchemins scellés à la cire rouge, portait les actes de dot rédigés en latin. Philippa, vêtue d'une robe de lin blanc brodée de fils d'or anglais, ne comprenait pas le danois. Elle communiquait par un interprète latin nommé Johannes. Éric, en cape de velours noir, bordé de zibeline, dictait déjà à un clerc poméranien les termes d'un futur traité commercial. Était-ce le devoir royal ou une indifférence calculée qui les séparait dès le premier instant? D'un point de vue psychologique, leur union illustrait une dissociation émotionnelle précoce. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 145, décrivent comment un enfant, placé dans un rôle adulte, développe une aliénation émotionnelle. Il joue le rôle, mais reste intérieurement détaché. Philippa, formée à la cour de Westminster, où les ménestrels chantaient des ballades françaises, serrait dans sa main un petit rosaire d'ivoire anglais, seul objet personnel autorisé dans son trousseau. Éric, élevé dans les rigueurs de la cour de Marguerite Ire à Kalmar, voyait en elle un instrument diplomatique, non une épouse. Selon le Regesta Norvegica, volume 6, Pessoaklos, 412, acte du 29 octobre 1406, il quitta l'Inde exactement 3 jours après la cérémonie pour une assemblée à Kalmar. Était-ce une priorité politique ou une fuite? Envisionnez-vous dans cette nef glacée, entendant le murmure étouffé des évêques suédois et norvégiens,
tandis que le vent de Scanie hurle contre les vitraux encore incomplets. L'odeur du goudron de pin, mêlée à celle de la cire brûlée, alourdit l'atmosphère comme un linceul. La lumière vacillante des torches dansait sur le visage de Philippa, révélant une détermination enfantine, mêlée de peur contenue. Ses yeux bleus, hérités de sa mère bohémienne, fixaient l'autel sans ciller. Était-ce la foi chrétienne ou la peur de l'inconnu qui guidait son regard? Les sources historiques, comme le Chronicon Sveciae, édition de 1410, folio 23 Vavo, rapportent que Philippa ne prononça aucun mot en danois durant la cérémonie. Toutes les réponses furent données en latin par son interprète. Elle résida d'abord à Copenhague, sous la tutelle de 3 dames anglaises nommées dans les contes royaux: Alice, Margaret et Joanne. Une lettre d'Henri IV, conservée dans les Calendar of Patent Rolls, 1406, membrane 12, ordonnait explicitement que ma fille soit traitée comme une reine, avec honneur et respect, mais sous surveillance danoise. Était-ce une protection parentale ou un exil déguisé? Un bruit soudain troubla la solennité, le claquement sec d'un sceau royal sur le parchemin de dot, brisant la cire encore chaude. Philippa, les mains tremblantes, signa d'une croix maladroite. Elle ne savait pas encore écrire. Un évêque suédois, Olaus Petri, murmura assez fort pour être entendu: « Une enfant pour 3 royaumes ». Philippa, surprise par le latin, répondit d'une voix claire mais enfantine: « Regina decit cito ». Une reine apprend vite. Était-ce un serment de fidélité ou une promesse à elle-même? La cour, un théâtre diplomatique froid, amplifiait leur distance dès le premier jour. Les conseillers d'Éric, menés par le chancelier Beau Johnson Grip, pressèrent le roi de limiter l'influence anglaise pour éviter une dépendance excessive. Philippa, isolée dans ses appartements, reçut 500 marks d'argent pour son entretien personnel. Diplomatarium Danicum, 1407, page 312. Elle n'avait pas de cour propre, seulement un chapelain anglais autorisé à célébrer la messe en rite latin. Était-ce une dot royale ou une prison dorée? La nuit tombait sur l'Inde et le froid mordant s'infiltrait par les fenêtres à meneaux. L'odeur des torches, mêlée à celle du sel marin porté par le vent, semblait sceller leur destin comme une prophétie. Éric, dans un rare moment de contact, murmura à Philippa avant de partir: « Tu es ma reine, mais l'union prime surtout. » Philippa, fixant les flammes vacillantes, répondit d'une voix à peine audible: « Une reine sert l'union et son roi. » Était-ce un acte de soumission ou le premier pas vers une résilience silencieuse? Les chroniqueurs danois, dans le Chronicon Danicum et 1410, notent que Philippa ne pleura pas durant la cérémonie, contrairement à la coutume des jeunes mariés. Elle garda les yeux fixés sur la croix de l'autel, comme si elle cherchait déjà un refuge spirituel. Éric, quant à lui, ne lui adressa la parole qu'une seule fois, durant les 3 jours de festivités, pour confirmer la dot. Un mystère, tapi dans le silence de l'enfant reine, semblait prêt à éclater. Mais dans les couloirs de Copenhague, une Philippa mérissait en secret. En 1410, dans les couloirs du château de Copenhague, Philippa d'Angleterre, âgée de 16 ans, apprenait le danois. Mais Éric ne l'écoutait-il pas? Envisionnez-vous dans les couloirs étroits du château de Copenhague, où les lampes à huile de poisson vacillent, projetant une lueur pâle et tremblante sur des murs de granit brut, encore humides de l'air marin. L'odeur âcre de l'huile de morue brûlée se mêle à celle, poissonneuse, des filets de hareng séchés accrochés aux poutres. Le craquement régulier des planchers de chêne résonne sous les pas lents des servantes, tandis que le vent hurlant de la Baltique siffle à travers les meurtrières étroites.
Philippa d'Angleterre, âgée de 16 ans depuis le 4 juin 1410, est assise sur un banc de pierre, une robe de laine grise bordée de lapins sur les épaules, un psautier latin ouvert sur ses genoux. Éric de Poméranie, 28 ans, signe des traités commerciaux avec la Hanse dans une salle adjacente, sans lever les yeux. Selon le Regesta Danica, 410, acte numéro 214, Philippa résidait à Copenhague depuis son arrivée en 1407, apprenant le danois avec l'aide de 3 dames anglaises et d'un clerc local nommé Peder Jensen. Elle n'avait pas de cour propre, seulement un petit entourage autorisé par Éric. Le roi, en campagne militaire ou en assemblée, la visitait au maximum 2 fois par an, selon les comptes royaux. Pourquoi cette solitude prolongée, censée forger une reine, la rendait-elle progressivement muette? Les couloirs, ornés de tapisseries grossières aux motifs de dracard, exhalaient une odeur persistante de pois de pin et de laine trempée par l'humidité marine. Une table basse en chêne, couverte de lettres scellées à la cire verte, portait les missives régulières d'Henri IV d'Angleterre, toujours écrites en latin diplomatique. Philippa, avec sa chevelure blonde tressée en natte simple, écrivait ses réponses en latin cursif, mais commençait à insérer des mots danois appris récemment. Éric, en cape de fourrure de loup gris, dictait à un clerc poméranien les termes d'un accord avec Lübeck. Était-ce le devoir royal ou un isolement délibéré qui les éloignait? D'un point de vue psychologique, cet apprentissage illustrait une adaptation forcée par le silence. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 212, décrivent de comment un enfant isolé, dans un environnement linguistique étranger, développe une soumission apparente pour survivre, tout en internalisant un sentiment d'inutilité. Philippa, bilingue en anglais et français depuis l'enfance, signa son premier acte en danois, en 1412. Diplomatarium Danicum, acte numéro 378, un don modeste à l'église Saint-Nicolas. Éric, alors en Suède, ne le lut jamais, ni ne le commenta. Était-ce une négligence administrative ou une stratégie de contrôle? Envisionnez-vous dans ces couloirs froids, entendant le murmure étouffé des clercs, copiant des actes, tandis que la pluie fine de la Baltique martèle les toits de tuiles. L'odeur de l'huile de poisson, mêlée à celle du parchemin neuf, alourdit l'atmosphère comme un voile de brume. La lumière vacillante des lampes dansait sur le visage de Philippa, révélant une résignation mûre au-delà de ses 16 ans. Ses mains, autrefois potelées d'enfant, étaient maintenant couvertes de taches d'encre. Était-ce la force de l'apprentissage ou la blessure du silence qui guidait son regard? Les sources historiques, comme le Chronicon Sveciae, édition de 1412, folio 31 heures, rapportent que Philippa ne participa à aucune cérémonie publique entre 1407 et 1415. Elle assistait à la messe quotidienne dans la chapelle royale, célébrée en rite latin par son chapelain anglais. Une lettre de sa sœur Blanche, conservée dans les Calendar of Close Rolls, 1410, mentionne « Ma sœur écrit qu'elle apprend la langue du Nord, mais que personne ne lui parle. » Était-ce une plainte ou une observation? Un bruit soudain troubla le silence. Le froissement d'un parchemin glissant d'une table, poussé par une bourrasque entrant par une meurtrière. Philippa, impassible, le ramassa et le relut. C'était une copie d'un traité hanséatique. Un clerc danois murmura « Une reine ne devrait pas lire les affaires du roi. » Philippa, d'une voix claire mais mesurée, répondit en danois hésitant. « En dronning lese forachen, une reine lit pour servir. » Était-ce un acte de défi ou une démonstration de loyauté? La cour, un labyrinthe de suspicion, amplifiait son isolement. Les conseillers d'Éric, menés par l'archevêque Peder Cruz,
craignait que l'influence anglaise ne compromette les négociations avec la Hanse. Philippa, autorisée à correspondre avec l'Angleterre, recevait des fonds limités, 300 marks par an, Regesta Danica, 1411. Elle n'avait pas de bijoux personnels, hormis son rosaire. Était-ce une économie royale ou une punition? La nuit s'épaississait et le froid de la Baltique s'infiltrait par les interstices. L'odeur des lampes, mêlée à celle du poisson séché, semblait sceller son destin. Un messager, arrivant trempé, murmura à Philippa « Le roi signe un traité sans vous consulter. » Philippa, fixant les flammes, répondit « Une reine attend et apprend. » Était-ce un appel à la patience ou le prélude d'une résilience? Les chroniqueurs notent que Philippa ne reçut aucune visite royale en 1410. Elle priait seule, lisait les psaumes et copiait des actes. Selon le Diplomatarium Danicum, 1411, elle donna 50 marks à un monastère, son premier acte indépendant. Un mystère, tapi dans ces silences grandissants, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de l'union, une illusion de pouvoir allait naître. En 1415, dans la salle des actes de Copenhague, Philippa d'Angleterre, âgée de 21 ans, signe un don à l'Église. Mais était-ce du pouvoir ou une illusion? Envisionnez-vous dans la salle des actes du château de Copenhague, où les chandelles de suif vacillent sur des tables de chêne massif, couvertes de parchemins scellés. L'odeur âcre de la cire chaude se mêle à celle, métallique, de l'encre de Galles fraîche. Le claquement régulier des sceaux royaux résonne, tandis que le vent de la Baltique hurle contre les remparts de pierre. Philippa d'Angleterre, 21 ans depuis le 4 juin 1415, est assise sur un siège élevé mais sans dossier, une robe de velours vert foncé sur les épaules, une plume d'oise à la main. Éric de Poméranie, 33 ans, est en campagne en Suède. Un messager vient de partir avec ses ordres. Selon le Diplomatarium Danicum, 1415, acte numéro 512, Philippa signe ce jour-là un don de 100 marks d'argent à l'église Saint-Nicolas de Copenhague, son acte le plus important à ce jour. Pourtant, elle n'a jamais été nommée régente. Les sceaux portent toujours le nom d'Éric. Pourquoi cette illusion de pouvoir, censée la légitimer, la rendait-elle plus seule que jamais? La salle, ornée de bannières aux armoiries danoises, exhalait une odeur persistante de parchemin neuf et de cuir tanné des reliures. Une table massive, couverte de registres comptables, portait les traces des décrets royaux. Philippa, avec sa chevelure blonde, relevée en chignon strict, écrivait en danois fluide, fruit de 8 années d'apprentissage. Un clerc, Niels Pedersen, dictait les formules légales. Était-ce une autorité réelle ou un rôle de secrétaire glorifié? D'un point de vue psychologique, cette période illustrait une illusion de contrôle. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 289, décrivent comment un sujet privé de pouvoir réel développe une fixation sur les gestes symboliques pour compenser. Philippa, désormais capable de lire et rédiger les actes danois, signait des dons mineurs, mais tous les décrets militaires ou fiscaux étaient réservés à Éric. Selon le Regesta Norvegica, 1415, acte numéro 623, elle proposa une réduction des taxes sur le poisson. Éric l'ignora. Était-ce une démonstration de compétence ou une tentative désespérée d'être vu? Envisionnez-vous dans cette salle austère, entendant le grattement des plumes sur le parchemin, tandis que la neige fine commence à tomber dehors. L'odeur de la cire, mêlée à celle de l'encre, alourdit l'atmosphère comme un brouillard. La lumière vacillante des chandelles dansait sur le visage de Philippa, révélant une concentration intense mais teintée de mélancolie. Ses mains, autrefois tachées d'encre enfantine, portaient maintenant l'anneau royal danois,
mais sans pierres précieuses. Était-ce la marque d'une reine ou d'une prisonnière? Les sources historiques, comme le Chronicons Veciae 415, folio 45 Vauve, rapportent que Philippa ne présida aucune assemblée ni ne reçut d'ambassadeur. Elle assistait au conseil restreint en tant qu'observatrice silencieuse. Une lettre d'un clerc anglais, conservée dans les Calendar of Close Rolls, il y a 1415, note « La reine signe, mais le roi décide ». Était-ce une critique ou une réalité? Un bruit soudain troubla le silence. Le craquement d'un seau brisé par un messager suédois. Philippa, impassible, lut le parchemin. Éric annulait son don à l'Église. Un conseiller murmura « Une reine ne devrait pas donner sans l'accord du roi ». Philippa, d'une voix calme, répondit en danois parfait. « En dronningsgever avierte, une reine donne de son cœur ». Était-ce un acte de rébellion ou de dignité? La cour, un nid de suspicion, amplifiait son isolement. Les conseillers d'Éric, menés par l'archevêque Peder Cruz, craignaient que ces initiatives ne compromettent les finances de l'Union. Philippa, autorisée à gérer son budget personnel, 400 marks par an, diplomatarium danicum, 1416, ne pouvait pas lever d'impôts. Elle priait quotidiennement dans la chapelle, lisant les psaumes en danois. Était-ce une consolation ou une fuite? La nuit s'épaississait et le froid de la Baltique s'infiltrait par les fenêtres. L'odeur des chandelles, mêlée à celle du parchemin, semblait sceller son destin. Un messager, arrivant gelé, murmura « Le roi refuse votre proposition de taxe ». Philippa, fixant les flammes, répondit « Une reine propose et attend ». Était-ce un appel à la compréhension ou une résilience? Les chroniqueurs notent que Philippa ne reçut aucune lettre d'Éric en 415. Elle copiait des actes, gérait les dons mineurs et attendait. Selon le Diplomatarium Danicum, 1416, elle donna 75 marks à un monastère suédois. Éric l'approuva, mais sans commentaire. Un mystère, tapi dans ses sceaux illusoires, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de la grossesse, une tragédie allait frapper. En 1428, dans la chambre royale de Copenhague, Philippa d'Angleterre, âgée de 34 ans, accoucha d'un enfant mort-né. Éric était-il présent? Envisionnez-vous dans la chambre royale du château de Copenhague, où les lampes à huile de baleine vacillaient faiblement sur un berceau de bois vide. L'odeur lourde de sang frais et d'herbes médicinales écrasées, sauge et camphre, emplit l'air épais. Le gémissement étouffé des servantes résonne, tandis que le vent d'hiver de la Baltique fait trembler les volets de bois. Philippa d'Angleterre, 34 ans, depuis le 4 juin 1428, gît pâle sur un lit à baldaquin, sa robe de lin blanc tachée de sang, les yeux fixés au plafond. Éric de Poméranie, 46 ans, est en campagne à Visby. Un messager à cheval vient de partir avec la nouvelle. Selon le Vadstena Klosterarkiv, 1429, registre des donations, folio 12 Philippa donna naissance à un fils mort-né en automne 1428, le seul enfant documenté du couple. L'accouchement, supervisé par une sage-femme danoise nommée Ingeborg, dura plus de 12 heures. Pourquoi cette perte, attendue comme un héritier, scella-t-elle le retrait définitif de la reine? La chambre, ornée de tentures de laine rouge fanée, exhalait une odeur oppressante de sueur et de fumée d'herbe. Une table de chevet, couverte de fioles de verre et de linges ensanglantés, portait les traces des remèdes. Philippa, les cheveux blonds collés par la fièvre, serrait un crucifix d'ivoire. Une servante murmura des prières en danois. Était-ce la douleur physique ou la blessure du cœur qui la faisait trembler? D'un point de vue psychologique, cette perte illustrait un effondrement de l'espoir. Les travaux du docteur Pierre Janet
Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 367, décrivent de comment une mère ayant perdu un enfant unique développe une fixation mélancolique sur l'absence. Philippa, mariée depuis 22 ans sans descendance, avait investi tout son rôle dans cette grossesse. Selon le chronicon d'Anicum, Theater 128, folio 56V, Éric ne revint pas immédiatement. Il envoya un messager avec 200 marks pour les funérailles. Était-ce une consolation ou une absence? Envisionnez-vous dans cette chambre suffocante, entendant le tic-tac d'un chapelet entre les mains d'une servante, tandis que la neige tombe lourdement dehors. L'odeur du sang, mêlée à celle du camphre, alourdit l'atmosphère comme un linceul. La lumière vacillante des lampes dansait sur le visage de Philippa, révélant une pâleur mortelle et des yeux vides. Était-ce la mort de l'enfant ou de l'espoir qui la marquait? Les sources historiques, comme le Regesta Danica, Cladra 128, Acte Nerero 789, rapportent que l'enfant fut baptisé in extremis, du nom Magnus, et inhumé dans la cathédrale de Roskilde. Philippa ne put assister aux funérailles. Elle resta alitée 6 semaines. Une lettre d'une dame anglaise, Alice Fitzalan, note « La reine pleure en silence. Elle ne parle plus. » Était-ce le chagrin ou la résilience? Un bruit soudain troubla le silence. Le claquement d'une porte ouverte par le vent. Philippa, faible, murmura en danois « Hvor är min son? Où est mon fils ?» Une servante répondit en pleurant. Éric, informé 3 jours plus tard, écrivit une lettre brève. Diplomatarium d'Anicum, 1428. Que Dieu prenne l'enfant. Était-ce du regret ou de l'indifférence? La cour, un théâtre de commisération, amplifiait sa douleur. Les conseillers d'Éric, craignant une crise dynastique, pressèrent le roi de prendre une maîtresse. Philippa, informée, refusa de quitter sa chambre. Elle priait 12 heures par jour, lisant les psaumes en danois. Était-ce une fuite ou une réparation? La nuit s'épaississait et le froid s'infiltrait par les fenêtres. L'odeur des herbes, mêlée à celle du sang, semblait sceller son destin. Un messager murmura « Le roi reste à Visby ». Philippa répondit « Une reine pleure, seule ». Était-ce un adieu ou une déclaration? Les chroniqueurs notent que Philippa ne signa plus aucun acte après 1428. Elle dicta une donation à Vadstena, 300 marks pour des messes. Un mystère, tapi dans son berceau vide, semblait prêt à éclater. Mais dans le silence de Vadstena, une reine disparut. En 1429, dans la cellule monastique de Vadstena, Philippa d'Angleterre, âgée de 35 ans, entre en retraite. Était-ce un refuge ou une prison? Envisionnez-vous dans la cellule monastique de l'abbaye de Vadstena, où une seule lampe à huile de colza vacille sur un crucifix de bois brut. L'odeur âcre de camphre et de lin lavé à la cendre emplit l'air froid. Le chant monotone des nonnes brigitines résonne à travers les murs de pierre, tandis que le froid de l'hiver suédois s'infiltre par les fenêtres à barreaux. Philippa d'Angleterre, 35 ans depuis le 4 juin 1429, est assise sur un tabouret de bois, une robe de laine grise sans ornement sur les épaules, un livre de prière en danois ouvert devant elle. Éric de Poméranie, 47 ans, est en Pologne pour négocier avec la Hanse. Aucune lettre n'est arrivée depuis 6 mois. Selon le Vadstena Klosterarkiv, 1429, registre des entrées, folio 18IV, Philippa entra à Vadstena le 12 mars 1429, 9 mois après la perte de son enfant. Elle n'abdiqua jamais son titre de reine, mais vécut comme une sœur laïque parmi les Brigitines. Pourquoi cette retraite, censée être un refuge spirituel, devenait-elle son dernier acte public? La cellule, nue sauf pour un lit de paille et une petite table, exhalait une odeur de pierre humide et de cire d'abeille. Une fenêtre étroite donnait sur le lac Vättern gelé.
Philippa, les cheveux coupés courts sous un voile gris, copiait des psaumes en danois pour les nonnes. Une sœur, Katharina Ulfsdotter, veillait sur elle. Était-ce la paix ou l'oubli qui l'enveloppait? D'un point de vue psychologique, cette retraite illustrait un repli mélancolique. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 412, décrivent comment une femme ayant perdu enfant et rôle développe une fixation sur le sacré pour combler le vide. Philippa, sans cours ni pouvoir, dictait son testament en 429, Vadstena Klosterarkiv, acte Nudiratr 34. Tous ses biens à l'église, sauf son rosaire anglais. Éric ne répondit pas. Était-ce un abandon ou une libération? Envisionnez-vous dans cette cellule austère, entendant le cliquetis des chapelets et le vent sur le lac gelé, tandis que la neige tombe en silence. L'odeur du camphre, mêlée à celle de la paille, alourdit l'atmosphère comme une prière. La lumière vacillante de la lampe dansait sur le visage de Philippa, révélant une sérénité résignée. Était-ce la foi ou la mort qui l'appelait? Les sources historiques, comme le Chronicon Svetiae, 1429, folio 67r, rapportent que Philippa ne reçut aucune visite royale. Elle priait 6 heures par jour, copiait des manuscrits et donnait 400 marks à l'abbaye. Une lettre d'une nonne, Margaretha Klausdotter, note « La reine vit comme nous, mais pleure la nuit. » Était-ce le chagrin ou la paix? Un bruit soudain troubla le silence, le claquement d'une porte fermée par le vent. Philippa, faible, murmura « Min tid er komme » « Mon temps est venu ». Une sœur répondit en priant. Était-ce une prophétie ou une acceptation? La communauté brigitine, fondée par Sainte Brigitte, amplifiait son isolement. Les nonnes l'appelaient « Sœur Philippa », mais respectée en son titre. Elle ne signa plus aucun acte séculier. Était-ce une résignation ou une renaissance? La nuit s'épaississait et le froid suédois s'infiltrait. L'odeur de la lampe, mêlée à celle de la paille, semblait sceller son destin. Une nonne murmura « Le roi ne viendra pas ». Philippa répondit « Une reine n'attend plus ». Était-ce un adieu? Les chroniqueurs notent que Philippa ne quitta plus Vadstena. Elle dicta son testament final en décembre 1429. Un mystère, tapi dans ses prières, semblait prêt à éclater. Mais dans le froid de janvier, une reine s'éteignit. Le 5 janvier 1430, dans la chapelle de Vadstena, Philippa d'Angleterre, âgée de 36 ans, s'éteignait en silence. Éric ne vint pas. Envisionnez-vous dans la chapelle de l'abbaye de Vadstena, où 10 cierges de cire d'abeille vacillent sur un cercueil de chêne simple. L'odeur âcre de l'encens de myrrhe se mêle à celle, froide, de la neige fondue sur les dalles de pierre. Le chant funèbre des nonnes brigitines résonne, grave et monotone, tandis que le vent du lac Vättern fait trembler les vitraux. Philippa d'Angleterre, morte le 5 janvier 1430 à l'aube, repose en robe blanche de laine, les mains jointes sur son rosaire d'ivoire anglais. Éric de Poméranie, 48 ans, est en Pologne. La nouvelle ne lui parviendra que 3 semaines plus tard. Selon le Vadstena Klosterarkiv, 1430, registre des décès, folio 21h, Philippa mourut le 5 janvier 1430, d'une fièvre lente, consécutive à la perte de son enfant et à des années d'isolement. Aucun médecin royal n'était présent. Seule la sœur infirmière Katharina veilla jusqu'au bout. Pourquoi cette reine de 3 royaumes disparut-elle sans bruit, comme une simple nonne? La chapelle, nue sauf pour un autel de pierre et une croix de bois, exhalait une odeur persistante d'encens et de cire froide. Le cercueil, sans couronne ni blason, portait seulement une petite plaque de cuivre, Philippa Regina. Les nonnes, en voile noir, priaient en latin et en suédois.
Était-ce la pire du Christ ou l'oubli du monde qui l'enveloppait? D'un point de vue psychologique, sa mort illustrait un effacement complet. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, page 489, décrivent comment une personne ayant perdu rôle, enfant et espoir glisse vers une résignation terminale. Philippa, sans descendance ni pouvoir, légua tout à l'Église dans son testament de 1429, Vadstena Kloster Archive, acte numéro 34. Éric ne répondit jamais. Était-ce un abandon final ou une délivrance? Envisionnez-vous dans cette chapelle glacée, entendant le froissement des robes monastiques et le craquement de la neige sous les pas des porteurs, tandis que le ciel gris de janvier pèse sur le lac. L'odeur de l'encens, mêlée à celle de la pierre humide, alourdit l'atmosphère comme un adieu. La lumière vacillante des cierges dansait sur le visage de Philippa, révélant une sérénité absolue. Était-ce la mort ou la liberté qu'il avait enfin trouvée? Les sources historiques, comme le Chronicons Vesiae 1430, folio 78v, rapportent qu'aucun dignitaire royal n'assista aux funérailles. L'inhumation eut lieu dans la crypte des bienfaiteurs, non dans la chapelle royale. Une inscription latine fut gravée. Ejacet Philippa, quondam regina, sigit Philippa, jadis reine. Était-ce une réduction ou une vérité? Un bruit soudain troubla le silence. Le claquement du cercueil refermé par les nonnes. Une sœur murmura « On var vår soster ». Elle fut notre sœur. Aucune larme royale. Était-ce la fin ou l'apothéose? L'abbaye brigitine, fondée en 1346, devint son tombeau éternel. Les nonnes prièrent pour elle quotidiennement, mais l'union de Calmar l'oublia. Éric, informé le 28 janvier, écrivit une lettre brève, Diplomatarium d'Anicum, Bla 430, que Dieu ait son âme. Pas de messe officielle. Était-ce du devoir ou de l'indifférence? La nuit tombait et le froid suédois scellait la crypte. L'odeur des cierges, mêlée à celle de la neige, semblait effacer son nom. Une nonne murmura « Le roi ne viendra jamais ». Philippa, dans la mort, n'attendait plus. Aucun secret ne fut découvert après sa mort. Son testament légua 1200 marks à Vadstena, son rosaire à la chapelle, et rien à Éric. Le roi, détrôné en 1439, ne mentionna jamais son nom dans ses mémoires. Philippa, reine d'Angleterre, de Danemark, de Suède et de Norvège, mourut oubliée, une enfant sacrifiée à l'union de Calmar. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres vérités historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Plongez dans les ombres du passé, où chaque histoire révèle une vérité oubliée.